Marie Marvin, record de distance de vol féminin en avion. Bien que ce soit la première fois que je pilotais cet appareil, en moins de 100 mètres, je quittais le sol et montais à une 60aine de mètres. La soufflée était violente et j'avais à agir constamment sur les volants de profondeur et de gauchissement. Mon grand oiseau était fortement balancé, mais je luttais avec confiance, secondé merveilleusement par la stabilité de mon superbe monoplan. J'étais très déporté dans les virages et obligé de les prendre beaucoup plus larges. Pour me distraire de faire ainsi l'oiseau en cage, mon circuit n'avait que 3 km. J'observais mes commissaires. Le sympathique ingénieur hospitalier me faisait des signaux pour m'annoncer le nombre de tours survolées. En passant au poteau où se trouvait le chevalier Néry, je l'apercevais braquant son appareil photographique sur mes virages. Quant au capitaine de Chaumereau, il m'encourageait de ses applaudissements lointains. En venant vers les hangars, j'étais ébloui par le soleil qui se reflétait dans l'immense plaine de glace sur laquelle se profilaient de nombreuses Antoinettes. Le froid me coupait le visage, mais je continuais néanmoins à me défendre contre les remous qui augmentaient avec le soleil. Certains courants étaient tellement violents que parfois j'avançais à peine. L'heure approchait, et malgré la difficulté du vol et le froid, je continuais sans me lasser, lorsqu'hélas, au 14e tour, mon moteur commença à faiblir. J'eus beaucoup de peine à ne pas toucher le sol. Au tour suivant, le moteur ne tirant presque plus, malgré tous mes efforts, je fus forcé d'atterrir. J'étais navré car je n'éprouvais aucune fatigue et le refroidissement était supportable. Je m'aperçus que la manette de l'essence, à laquelle on m'avait recommandé de ne pas toucher, était déréglée. L'arrivée étant anormale, le moteur avait faibli. Maintenant que j'ai fait un petit essai de durée dans des conditions très difficiles, je suis toute prête à battre mon propre record et ceux qu'établiront mes concurrents. Myriel, mon premier vol de durée, comment j'ai établi le premier record de la Coupe Femina, le sport, 8 décembre 1910. Je viens de vous lire le récit que Marie Marvin raconte elle-même sous le pseudonyme de Myriel, du premier record du monde féminin de durée de vol et de distance parcourue, officiellement enregistré le 27 novembre 1910. Vous avez ici Marie Marvin en tenue de pilote, 1910. 14 décembre 1963, Laxou, dans la banlieue de Nancy. Une vieille dame de 88 ans meurt seule, sans le sou, au centre psychothérapeutique de la ville. Une histoire tristement banale. Ce qui l'est moins, c'est que cette mort sera annoncée dans le New York Herald Tribune 2 jours plus tard. La défunte s'appelait Marie Marvin. C'était la femme la plus extraordinaire du siècle. Marie Marvin naquit le 20 février 1875 à Aurillac. Son père, Félix Constant Marvin, 1827-1916, et sa mère, Élisabeth Palais, 1840-1989, se rencontrèrent à Metz, où Élisabeth était née et où Félix travaillait pour les postes et télégraphes. Ils se marièrent en juillet 1861 et vécurent à Metz jusqu'à ce que la ville tombe aux mains des Allemands en 1870. Ne voulant pas vivre sous domination germanique, Félix demanda sa mutation pour les postes et télégraphes d'Aurillac. Félix finit par devenir receveur principal du bureau de poste d'Aurillac, mais la passion qui le dévorait était le sport. Champion de natation et de billard, il rêvait de partager son amour du sport avec ses enfants. Mais ses 3 premiers fils moururent très jeunes, avant la naissance de Marie. Son 4e fils, Eugène, né 3 ans après Marie, était de santé fragile. Félix, qui avait 48 ans à la naissance de Marie, avait abandonné tout espoir de transmettre sa passion à ses enfants. Toutefois, la petite Marie pétillait de vitalité physique et intellectuelle,
et semblait prête à partager les activités de son père. Marie déclara qu'elle avait appris à nager et à marcher en même temps. À 4 ans, elle nageait l'équivalent de son âge en kilomètres dans la Jordan. En 1880, Félix fut muté d'Aurillac à Lille. Mais dès le mois d'octobre, il fit valoir ses droits à la retraite. La famille rentra à Metz, peut-être parce que la mère de Marie n'était pas en bonne santé. Eugène restait avec sa mère, tandis que Marie et son père partaient marcher, nager, faire de l'escalade ou se balader à bicyclette. Félix l'initia à tous les sports, l'un après l'autre, sans aucune concession pour son jeune âge ou son manque d'expérience. Lorsqu'il l'emmenait faire de l'escalade, il attendait d'elle qu'elle arrive à le suivre. Il ne regardait jamais en arrière pour s'assurer qu'elle était toujours bien là. Lorsqu'il lui apprenait le billard, il jouait contre elle comme s'il participait à l'un des championnats régionaux qu'il gagnait régulièrement. Une éducation exceptionnelle pour une fille de cette époque. Félix exigeait énormément de Marie. Quels que soient ses efforts, les records qu'elle battait ou les prix qu'elle gagnait, il en attendait toujours davantage. Tu peux mieux faire, Marie. Des années plus tard, quand Marie gagna une course en montgolfière entre la France et le pays de Galles, il lui dit « Ce n'est pas mal, mais tu aurais pu aller jusqu'en Irlande. » À Metz, Marie devint externe au pensionnat de jeunes filles Sainte-Chrétienne Saint-Vincent. Ce choix illustre l'espoir qu'avait Élisabeth de voir sa fille suivre une voie plus traditionnelle. Marie semblait populaire auprès de ses camarades de classe, mais n'avait pas d'amis proches. Personne d'autre ne s'intéressait aux activités qui avaient sa préférence. De son propre aveu, elle ne fut pas facile pendant sa scolarité, se disputant souvent avec les sœurs en habits sombres. Elle n'en restait pas moins une élève exceptionnelle qui apprenait vite et dévorait les livres. Dans ces années, Marie fut surtout marquée par son autre salle de classe. La Lorraine recevait chaque année la visite des cirques Rancy ou Plège. Vous avez ici le cirque Rancy. Marie était émerveillée par les prouesses des gymnastes et des écuyères. Notre jeune sportive pratiquait la gymnastique depuis des années. Un matin, Marie supplia son père de l'emmener prendre des cours au cirque avant le spectacle. Le cirque Rancy passait chaque année 3 mois sur la place Carnot dans la ville voisine de Nancy. Marie y devint experte en gymnastique, équitation, trapèze, corde raide, voltige, jonglage et domptage. Au bout de plusieurs années, elle exécutait des sauts périlleux sur des chevaux lancés au galop. Après les années cirque, elle continua à prendre des cours de dressage avancés avec le cavalier Alphonse Rancy. Elle se familiarisa avec les techniques de la haute école, apprentissage normalement réservé aux seuls officiers de cavalerie. Marie, tout à ses occupations, mit du temps à comprendre que la santé de sa mère déclinait. Élisabeth avait donné naissance à 5 enfants, dont 3 moururent en bas âge. S'occuper d'Eugène l'affectait encore plus. Le livre de Florence Nightingale venait d'être traduit en français. Vous avez ici Florence Nightingale. Marie idolâtrait la dame à la lampe qui passait ses nuits au chevet des soldats blessés. Nightingale avait écrit que toute femme est une infirmière, adressant ces mots non pas aux seules infirmières de profession, mais à toutes les femmes s'occupant d'un ami ou d'un membre de la famille malade. Les futures actions de Marie en faveur de l'avion sanitaire prenaient alors racine. Malheureusement, les écrits de Nightingale
ne pouvait rien pour la santé d'Élisabeth. Le 19 mars 1889, alors que Marie venait d'avoir 14 ans, sa mère mourut de ce que l'on appelait alors une infection pulmonaire. Après la mort d'Élisabeth, Félix déménagea sa petite famille à Nancy, où il loua un appartement place de la Carrière, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Marie vivra dans cet hôtel des Pages pendant 74 ans, jusqu'à sa mort. Malgré ce déménagement à Nancy, Marie et son frère Eugène continuèrent leurs études comme internes à Sainte-Chrétienne Saint-Vincent à Metz. Cette dernière ville, faisant partie de l'Empire allemand depuis 1871, Marie étudiait l'allemand à l'école et parlait le français à la maison. La jeune fille eut la chance de pouvoir accomplir des études plus ou moins exclusivement réservées à l'élite. Une fois ses études terminées, Marie commença une période d'entraînement intensif. Elle nageait presque tous les jours dans la Moselle, faisait des circuits de plus en plus longs à bicyclette et enchaînait les compétitions. En 1897, Eugène mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 19 ans. Après sa mort, Marie, qui avait 22 ans, se plongea à corps perdu dans l'entraînement et participa à encore plus de compétitions. Ce petit bout de femme d'1,59 m se lancerait à la conquête du monde. Aucun sport ne lui résistait, même si certains eurent sa prédilection. Vous avez ici Marie en cycliste. Le cyclisme fut l'une des premières amours de Marie. Elle déclara un jour à un journaliste « C'est de loin aussi que me vient le goût du cyclisme. La mode du grand bicycle, vous vous souvenez. Cette immense roue sur laquelle on était si haut perché est contemporaine de ma très jeune enfance. » Marie connut toutes les évolutions de la bicyclette, du grand bi au vélo moderne. Elle eut en tout 4 bicyclettes. Sa préférée était Zéphirine. Elle passa 40 ans à ses côtés. Même quand elle ne s'entraînait pas pour des compétitions, Marie pédalait tous les jours. Elle multiplia ses petites randonnées comme elle dit. Nancy-Bordeaux en 1904, Nancy-Milan en 1905 ou Nancy-Toulouse en 1906 qu'elle remporta. La bicyclette déchaînait les passions. Henri Desgranges, propriétaire du journal L'Auto, l'ancêtre de l'équipe, lança le Tour de France en 1903. En 1908, après avoir remporté plusieurs courses cyclistes et s'être imposé un entraînement intensif, Marie se sentit prête pour le Tour de France. Mais sa candidature fut refusée, les organisateurs considérant que la course était réservée aux hommes. Cette année-là, le circuit faisait 4 497 km, divisé en 14 étapes. Les coureurs effectuèrent littéralement un immense Tour de France. La compétition ressemblait plus à une course de survie. L'objectif était de terminer la course sain et sauf. Le tracé mena les cyclistes jusqu'en haut du ballon d'Alsace. Un seul coureur réussit à l'atteindre sans mettre pied à terre. Les forçats durent traverser le cercle de la mort dans les Pyrénées, dénommé ainsi en raison des ours bruns qui rôdaient dans la région. Les plantigrades menacèrent et même blessèrent plusieurs coureurs. Lors de ces apparitions publiques, les spectateurs criaient « Assassin » à Henri Desgranges. Les 114 participants s'élancèrent de Paris, ou plutôt les 115 participants. Roulant seul derrière le peloton, Marie Marvin commençait chaque étape 15 minutes après les hommes. Comme les autres concurrents, elle roula un mois sur des routes non entretenues et sans barrière de sécurité en montagne, affrontant la canicule et les orages sur des bicyclettes de cette époque. Seuls 36 participants terminèrent la course, ou plutôt 37 en comptant Marie. Selon certains témoignages,
son temps lui aurait permis de se classer deuxième cette année-là. Mais Marie, ne concourant officiellement pas, son exploit ne fut ni enregistré ni reconnu. Marie se tourna ensuite vers une autre nouveauté qui attisait les passions, l'automobile. Elle fut l'une des toutes premières femmes à obtenir son permis de conduire dès 1899, un an seulement après la duchesse d'Uzès. Marie répétait souvent que les voitures lui importaient peu, mais que pendant sa jeunesse, elle avait été séduite par la possibilité de rouler vite et d'établir de nouveaux records. Vêtue d'un manteau de fourrure, elle parcourut en un seul jour, en 1905, les 624 kilomètres qui séparaient Bussan dans les Vosges de sa ville natale d'Aurillac dans le Cantal. L'automobile perdit pour Marie une bonne partie de son charme lorsqu'elle prit la voie des airs. Notre Nancéienne resta par contre attachée toute sa vie au sport de l'eau. La natation lui rappelait sa jeunesse et les jours passés à nager dans les rivières avec son père. Par une chaude journée de la fin de juillet 1906, 500 000 Parisiens s'amassèrent pour assister à la première compétition internationale de natation amateur qui traversait Paris. 7 nations étaient représentées. Les nageurs plongèrent d'un ponton sur le pont national à Bercy. Chaque fois qu'un nageur franchissait la ligne d'arrivée à Auteuil, un orchestre jouait son hymne national. Marie fut la première Française à finir cette course de 12,5 km. 2 Suissesses seulement avaient terminé la course avec un meilleur temps qu'elle. Marie n'était pas une nageuse d'envergure mondiale, mais elle était suffisamment douée pour gagner de nombreuses compétitions. Cette même année, elle remporta la première place lors d'une compétition de natation dans la Manche, durant laquelle elle battit tous ses concurrents, hommes et femmes inclus. À l'époque, la majorité des femmes étaient lestées par leur combinaison en laine épaisse à manches longues, pesant plusieurs kilos une fois gorgée d'eau. Marie s'était fait faire un maillot de bain rouge une pièce. Elle milita toute sa vie pour rendre la natation obligatoire dans les écoles françaises, tant pour les filles que pour les garçons. Elle s'efforça tout particulièrement d'encourager les femmes à pratiquer la natation, indiquant qu'elles pouvaient flotter sur l'eau plus facilement en raison de leur plus petite taille, de la légèreté de leurs os et de leur plus grande masse graisseuse. Marie voulut aussi explorer les sommets. La pratique de l'alpinisme était encore rare. Marie Marvin à Chamonix. Notre sportive souhaitait partager sa joie avec de nombreux anonymes. Le 6 décembre 1908, les lecteurs de l'Éclair de l'Est eurent droit au récit de la première ascension réalisée par Marie dans le massif du Mont Blanc en juillet 1903. Le gai soleil illumine les atomes brillants de l'immaculé tapis que nous allons déflorer. Seul un noir choucas anime de son vol planant la beauté austère de ce paysage. Grâce au savoir et à l'expérience de mon guide, j'arrive enfin au sommet après bien dégrimper. Là, très heureuse, je m'écrie « Vive la montagne et merci à qui me l'a fait connaître ». Traditionnel shake-hand. Le trio, formé du guide, du porteur et de Marie, survécut à l'orage et à une avalanche de pierres. À chaque article, elle ne manquait jamais de mentionner le nom de tous les guides et porteurs de son groupe. En 1903, elle fut la première femme à vaincre la dent du géant, aiguille culminant à 4013 mètres. Entre 1903 et 1907, Marie gravit les principaux sommets des Alpes françaises et suisses, dont le Grépon, vaincu pour la première fois en 1881. De 1906 à 1910, elle se classa 5e meilleure femme alpiniste au monde. Le ski fut le prolongement naturel de sa passion pour la montagne.
Les Jeux olympiques modernes ont débuté en 1896. Mais les premiers Jeux d'hiver n'eurent officiellement lieu qu'en 1924 à Chamonix. Entre-temps, une série de championnats de sport d'hiver furent organisés dans diverses stations de ski françaises. En 1908, 9 sportives, dont Marie, achevèrent les 3 km de la course à ski. En janvier 1909, Marie remporta 2 premières places en ski et en luge à Chamonix. Elle remporta aussi la première place de ski féminin en 1910 et encore en 1911, de nouveau à Chamonix. Elle participa au total à 14 championnats de ski. Elle gagna également des prix en patinage de vitesse et patinage artistique, 3 ans d'affilée avant-guerre. Au début des années 1900, le ski n'était enseigné que dans le cadre militaire. En 1910, Marie ouvrit sa propre école à Chamonix, la première école à accueillir les civils. La guerre de 1914 la contraignit à fermer cette école. Marie ne voulait pas se spécialiser. En mars 1910, l'Académie des sports lui attribua une médaille d'or pour son excellence dans tous les sports. La seule personne, tous sexes confondus, à avoir reçu une médaille multisport de l'Académie. Mais Marie ne participa jamais aux Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques modernes eurent lieu à Athènes en 1896. Mais Pierre de Coubertin s'opposait à la présence des femmes. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Le rôle des femmes étant alors, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Revue olympique 1912. Ce n'est qu'en 1928, aux Jeux d'Amsterdam, que les femmes furent autorisées à concourir, contre l'avis de Coubertin. Mais Marie avait alors 53 ans. Marie allait s'illustrer dans une autre pratique sportive, une passion née de la montagne. Ce dont je serai éternellement reconnaissante à la montagne, c'est de m'avoir donné l'âpre désir de l'air, l'amour du voyage en plein ciel. C'est sur son conseil que j'ai fait mon apprentissage du ballon sphérique. Marie devint célèbre en tant qu'aviatrice, mais entre-temps, elle avait déjà eu l'occasion d'explorer les cieux en effectuant son premier voyage en montgolfière. Marie Marvin au Grand Prix de l'Aéroclub de France, 26 juin 1910. En 1900, Marie eut droit à son baptême de l'air, sous la conduite de Georges Blanchet. Juste après son premier vol, elle rejoignit l'Aéroclub de l'Est. Pour son premier vol en tant que pilote, Marie prit part à la course du 4e Congrès international de l'aéronautique le 24 septembre 1909, à bord de son tout nouveau modèle Astra, qu'elle baptisa l'Aiglon. Alors que les montgolfières prenaient leur envol, Marie remarqua les nombreux spectateurs à leurs fenêtres ou sur les toits qui les regardaient en les acclamant. À un moment donné, la corde de remorquage s'accrocha à un arbre sans qu'il soit possible de la détacher. Marie et son copilote tirèrent longuement sur la corde, mais alors que le copilote s'apprêtait à la couper, le ballon se libéra. Marie et son copilote atterrirent à Graben-Neudorf. À la gare ferroviaire, leur montgolfière fut inspectée, puisqu'ils se trouvaient désormais en Allemagne. Marie rejoignit par la suite la Stella, un club de femmes aéronautes dirigé par Marie Surcouf, première femme à avoir le brevet de pilote professionnel. Mais les présidents honorifiques de 1909 étaient des hommes. Même dans les rallyes financés par la Stella, à peine 3 montgolfières étaient en fait pilotées par des femmes. Puis vint le 26 octobre 1909. Marie et son équipage arrivèrent à 3 heures du matin pour gonfler leur Astra Continental, l'étoile filante.
elle se pinça le nez et retint sa respiration tout en insérant sa tête à l'intérieur du ballon pour vérifier qu'il n'y avait pas de trou et s'assurer que les cordes rouges et blanches n'étaient pas emmêlées. En raison du prix de l'hydrogène, Marie utilisait du gaz de houille riche en hydrogène mais toxique. Marie fit entrer son passager dans la nacelle. Elle jeta des sacs de sable pour que le ballon s'élève. Marie ordonna le départ. Lâchez tout. Les aéronautes s'éloignèrent dans la direction de Metz. Le jour suivant, dans la soirée, un télégramme arriva de Londres à Nancy. Voilà. Le jour suivant, les journaux relataient que les aéronautes avaient dû atterrir sur place dans la soirée. Mais un télégramme de Londres arriva à Nancy le jour suivant. Le duo avait traversé la mer du Nord et atterri sur la côte sud de l'Angleterre. Exploit jamais accompli jusque-là. En raison des vents dominants soufflant en direction de l'Est, il est plus facile de voler de l'Angleterre vers la France. La nouvelle fit le tour du monde. Elle raconta elle-même cette traversée historique dans un article de l'Aérophile du 1er janvier 1910, magazine d'aviation français. L'article fut publié sous le nom de Myriel, le pseudonyme de Marie Marvin. L'Aérophile consacra 4 pages entières à son exploit. Une première. Extrait. Quelques rares amis seulement assistent au gonflement de l'étoile filante. À 11h07, au moment du lâcher-tout, l'oncle de mon passager prend quelques clichés du départ. Nous nous envolons et je m'équilibre à 900 mètres. À Custine, nous planons sur un océan de nuages. Nous passons à l'ouest de Metz et les nuages se déchirent. Notre allure n'est pas très vite. Nous faisons une moyenne de 24 km à l'heure. Il fait nuit et la rapidité de notre course augmente. En quelques minutes, à 400 mètres d'altitude à 6h15, nous traversons la ville immense d'Aix-la-Chapelle. Vers 7h, nous interpellons des gens. Ils nous répondent en hollandais. À ce moment précis, où je songeais à l'atterrissage forcé, nous changeons complètement de direction. La boussole indique franchement l'ouest. J'expose la situation à M. Garnier et lui propose de tenter la traversée de la mer du Nord. À notre gauche, une grande ville, toute scintillante, est sûrement Amsterdam. Il est 7h50. C'est avec pleine confiance dans le succès que j'entreprends la traversée. Vers 9h, au grand large, la température s'abaisse rapidement. Malgré nos fourrures, nous avons froid. Puis lentement, la neige tombe. Le ballon très rapidement descend de ses 1600 mètres. Nous arrivons à 200 mètres de la mer. Je jette encore du sable et nous repartons pour 1700 mètres. Nous descendons ensuite avec une rapidité vertigineuse. Je jette les bâches par-dessus bord. Une pluie torrentielle succède à la neige. Le titre fiancé du danger, dont m'a si joliment baptisé un vieil ami, me revient à la mémoire. D'après mon conseil, M. Garnier, le passager, jette à la mer notre dernier lest. Notre ancre va dormir à jamais sous les flots. Nous partons pour notre dernière ascension. Notre envol dure peu et notre dernière descente est aussi rapide que la montée. Voilà le flot, un flot de plus de 10 mètres qui arrive et se brise sur nous. Nous nous rejetons en arrière pour redresser la nacelle. Toutes les 2 minutes, nous disparaissons sous la vague jusqu'à la suivante. Tout à coup, un astre d'or embrase l'horizon. Cette fois, c'est bien un phare. Et nous allons droit vers lui. Sauvé. Vers 1h30, je m'écris « Terre, l'Angleterre ». Comme le terrain est propice, je songe tout de suite à l'atterrissage. Notre vitesse est effrayante. Lorsque brusquement, le fond de la nacelle s'arrête dans un arbre.
celle-ci se retourne et me fait faire un vrai plongeon, la tête en avant dans un buisson. Mon émotion est grande en voyant repartir le ballon et en songeant au sort de mon passager. Sous la pluie et le vent, je longe une route. À une fenêtre, je vois de la lumière. Au même moment, passe un cycliste. Immédiatement, je l'interpelle. En quelques mots d'anglais, je le mets au courant de mon voyage. Il me fait entrer dans une maison où 3 charmantes Anglaises s'empressent autour de moi. Je songe à Monsieur Garnier. Je donne des indications. Vers 4 heures du matin, un policeman revient. Il me rassure immédiatement en me disant que mon voyageur est sauf. Vers 4h45 du matin, Monsieur Garnier me rejoint. Il me raconte son atterrissage dans un chêne. À leur retour en France, ils furent accueillis en héros. Marie reçut une médaille de l'Aéroclub de l'Est. La fiancée du danger fera d'autres voyages en ballon jusqu'en 1914. Mais dès 1910, l'intérêt du public pour les montgolfières diminua au profit de l'avion. Ça tombe bien, Marie était prête à entamer l'étape suivante de l'histoire du vol humain. Vous avez ici Marie Marvin à bord de son Antoinette, 16 août 1910. Encore une fois, elle était là au bon moment, au bon endroit. Le 17 décembre 1903, Orville et Wilbur-Wright réussirent à maintenir un avion dans les airs pendant 12 secondes. Ce vol et les 3 autres qui suivirent ce jour-là furent les tout premiers vols véritables d'avions motorisés de l'histoire. Le 17 octobre 1909, les 14 premiers brevets de pilotage furent décernés par ordre alphabétique. Le numéro 1 alla à Louis Blériot, les numéros 14 et 15 à Orville et Wilbur-Wright. Il n'y a pas de numéro 13 par superstition. Marie, qui écrivait sous le pseudonyme de Myriel pour l'Éclair de l'Est, visita les usines de voisins où s'entretint avec Santos Dumont dans son atelier. En août 1909, elle couvrait la première rencontre aérienne internationale de Reims pour l'Éclair de l'Est. L'événement attira 250 000 personnes, qui purent admirer Louis Blériot, Henry Farman ou Glenn Curtis. Le président Fallières était présent. Mais les avions étaient fragiles. Nombre d'entre eux s'écrasèrent ce jour-là. On n'eut toutefois à déplorer aucun mort ou blessé grave. 2 semaines plus tard, le 10 septembre 1909, Marie effectua son baptême de l'air. Quelques semaines plus tard, elle s'inscrivit à l'école d'aviation que l'ATAM venait de fonder à Mourmelon. Elle fut la seule femme pilote diplômée de l'école et la seule de ses 17 élèves à ne pas avoir connu une mort précoce. Elle s'entraîna sur le monoplan Antoinette qui avait mauvaise réputation. Cet avion manquait de puissance, était instable et était incapable de s'incliner latéralement dans un virage. Les élèves devaient parfois attendre plusieurs jours avant que la météo ne fût suffisamment clémente. Les leçons coûtaient 4 000 francs, 200 louis d'or, pour 3 mois d'instruction. Elles incluaient des cours sur les principes de l'aviation, des vols d'entraînement et des visites d'usine. Les élèves devaient passer des examens oraux en chimie élémentaire, mécanique ou physique. Ils passaient ensuite des examens écrits de mathématiques et de design industriel. Marie, la seule femme, était traitée avec le plus grand respect. Un respect dû à ses exploits sportifs, mais aussi à ses activités d'infirmière de la Croix-Rouge. Les jours de grand vent ou de brouillard, les élèves se livraient à différents jeux auxquels Marie participait. C'était, entre guillemets, le bon copain. Le danger les rapprochait. Environ 87% des premiers aviateurs
périr dans des accidents de vol. Marie en avait conscience. Elle voyait tous ses amis disparaître, comme Léon de Lagrange qui tomba alors qu'il volait vers Bordeaux. Marie vola d'octobre 1909 à novembre 1910, avant d'obtenir son brevet. Un temps qui peut paraître long, mais qui s'explique par ses autres engagements, comme les compétitions de sport d'hiver à Chamonix. Marie avouait que le vol le plus excitant était sans conteste le premier qu'elle avait réalisé seule à bord de son Antoinette le 4 septembre 1910. Pendant quelque temps, je prenais le contrôle de la machine avec mon dernier moniteur Lafont, et j'avais autant de confiance qu'un néophyte peut avoir. En dépit de cela, c'était une sensation inégalée d'être seul à bord. Il y avait très peu de vent et je remontais immédiatement à 60 mètres. Le monoplan se tenait beaucoup mieux que celui que j'avais l'habitude de piloter. Je m'inquiétais beaucoup sur mon atterrissage, mais il était tout à fait sans incident. C'était fait, j'avais volé. La vie au grand air, 10 décembre 1910. Elle passa l'examen le 8 novembre 1910. Marie réalisa son parcours sans incident. Une rareté pour l'époque. Le vol à Mourmelon dura un quart d'heure. En janvier 1911, plusieurs journaux publièrent un même article illustré d'une photo de Marie, entourée entre autres de Raymond de la Roche et Hélène Dutrieux, avec la légende suivante, la crème des aviatrices françaises. On pouvait y lire « Les Françaises se sont emparées du dangereux sport qu'est l'aviation avec une audace et un succès étonnants. » Raymond de la Roche fut la première femme au monde à obtenir son brevet de pilote le 8 mars 1910. Hélène Dutrieux, 1877-1961, eut un parcours similaire à Marie Marvin. Née en Belgique, elle fut la 4e femme à obtenir son brevet de pilotage, juste derrière Marie. Elle reçut elle aussi la Légion d'honneur. Championne de cyclisme, pilote de course et cascadeuse automobile, elle conduisit des ambulances pendant la guerre et dirigea un hôpital militaire. Elle était proche de son père, officier dans l'armée. Entre 1909 et 1914, seules 15 femmes obtinrent leur brevet de pilote contre 1600 hommes. La première génération. Les journaux se plaisaient à présenter Marie Marvin et Hélène Dutrieux comme deux rivales, mais elles se considéraient comme amies et collègues. Elles se disputaient toutefois la coupe féminin. La gagnante serait la Française, dûment brevetée par l'Aéroclub de France, qui à la fin de l'année 1910 aurait parcouru la plus longue distance lors d'un vol en continu. Vous avez ici Marie Marvin, portée en triomphe après son record féminin de distance, parcouru en avion le 27 novembre 1910 à Mourmelon. La vie au grand air, 3 décembre 1910. Le dimanche 27 novembre 1910, 19 jours après avoir obtenu son brevet de pilote, Marie prit le départ. En ce jour glacial, la Nancéienne mit toutes les couvertures possibles. Les mécaniciens furent obligés de réchauffer l'huile qui s'était figée à cause du froid, ce qui retarda son décollage. Malgré un vent violent, elle prit tout de même la décision de voler. Marie et son Antoinette restèrent dans les airs pendant 53 minutes, parcourant 45 km. Lorsqu'elle posa pied à terre, la foule la porta en triomphe. La nouvelle fit le tour du monde. Mais Hélène Dutrieux n'avait pas dit son dernier mot. Le 21 décembre 1910, elle effectua un vol d'une durée d'1 heure et 9 minutes, couvrant 61 km. Marie fit 2 nouvelles tentatives avant la fin du mois. Le 30 décembre, elle décolla une dernière fois. Mais après 40 minutes, son moteur faiblit. Elle décida d'atterrir.
Marie Marvin et Hélène Dutrieux firent la couverture d'Aviation Illustrée pour avoir établi, respectivement, le premier et le second record du monde féminin d'aviation. Ce fut cependant Hélène Dutrieux qui gagna la belle coupe Femina de style Art Nouveau, qui figurait sur la couverture entre Marie et Hélène. Lorsque l'usine produisant l'Antoinette ferma en 1912, Marie adopta à la place un 2 paires du sein. Les exploits de Marie firent la une des journaux, mais ils inspirèrent aussi une série de films, Les Périls de Pauline. Vous avez ici Les Périls de Pauline, affiche de 1914, 20e et dernier épisode. Pauline envoie son fidèle chien Rusty chercher des secours. Une série de films franco-américains sortis aux États-Unis en 1914 et tournés par la filiale américaine de Pathé. La série, co-réalisée par Louis Gagné, s'appelle Les Périls de Pauline, The Peril of Pauline en version originale. L'actrice Pearl White y joue le rôle de Pauline Marvin, M-A-R-V-I-N, ou Marvin en américain. Un hommage. Marie Marvin était déjà connue des Américains quand Les Périls de Pauline sortirent en 1914. La ressemblance ne s'arrête pas là. Dans cette série, Pauline devait échapper à toutes sortes de dangers. Dans le premier épisode, l'héroïne faisait face à la mort en montgolfière. Dans les suivants, on la verra pratiquer l'escrime, jouer au tennis et piloter des avions. Elle deviendra même infirmière de la Croix-Rouge. Une étrange ressemblance existait entre Marie Marvin et Pearl White. Dans son autobiographie, parue en 1919, Pearl White racontait qu'elle était partie en tournée avec une troupe de cirque pendant l'été et avait gagné suffisamment d'argent pour financer sa scolarité et celle de sa sœur. Pendant son enfance, le père autoritaire de l'actrice la frappait si elle venait à montrer à ce qu'il appelait de la faiblesse ou de la lâcheté. La mère de Pearl White rendit l'âme peu après lui avoir donné naissance. Pour préparer son rôle, Pearl dut apprendre à nager, conduire une voiture dans le feu ou le sable et traverser la mer en yacht. Pearl White fut impressionnée par son premier vol en montgolfière en pleine tempête. Son contrat pour Les Périls de Pauline précisait que le studio déclinait toute responsabilité en cas de blessure ou de décès. Pendant les tournages, elle se fit des entailles et des entorses. Elle mourut en France d'une cirrhose due à l'alcool et aux médicaments qu'elle prenait pour soigner une blessure au dos qu'elle s'était faite pendant le tournage des Périls de Pauline. Mais 1914 ne sera pas la consécration pour Marie Marvin. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La Première Guerre mondiale allait durer 4 ans. Marie soutient sans réserve l'effort de guerre. Dans une lettre à Marthe Roumier, datée du 10 août 1914, elle écrit « L'aspect de Nancy pendant la mobilisation sera pour moi inoubliable. Elle décrit sa ville comme calme, résolue et enthousiaste, sûre de la victoire. Mais hélas, que de sacrifices d'ici là. Nous avons déjà de très nombreux blessés. La santé de mon père est excellente. Il n'a qu'un regret, ne plus pouvoir partir abattre les Prussiens. J'ai demandé à partir avec les aviateurs volontaires. En attendant, je suis dans un service de grande chirurgie. » Marie devint aussitôt infirmière auprès de la Croix-Rouge en tant qu'assistante chirurgicale. Marie Marvin sert comme infirmière dans la région de Nancy, carte de vœux pour 1915, que vous avez ici. En 1914, le gouvernement mobilisa plus de 20 000 infirmières formées par la Croix-Rouge. Mais rapidement, accablé devant les pertes, il dut faire appel à de nouvelles volontaires. Plus de 60 000 femmes finirent par devenir infirmières dans l'armée.
Marie effectua une grande partie de son travail d'infirmière de guerre dans des hôpitaux de campagne, souvent de simples abris ou tentes montées à la hâte. Au début de la guerre, 80% des soldats blessés étaient touchés à la tête, le casque Adrian n'étant apparu qu'en 1915. Pendant la Première Guerre mondiale, 10% des infirmières exerçant dans les hôpitaux de campagne moururent au front. Au total, la Croix-Rouge recensa 600 infirmières tuées en service et 2500 blessés. Mais Marie ne voulait pas se contenter d'un rôle d'infirmière. Dès les débuts de la guerre, elle avait tenté de s'enrôler en tant que pilote bénévole. Une dépêche de l'AP du 14 août 1914 annonça « Pour la première fois dans l'histoire, des femmes aviatrices vont intervenir comme éclaireurs durant la guerre. 3 femmes, toutes pilotes expérimentées, ont proposé leur service. Il s'agit de Madame Pallier, Mademoiselle Marvin et Hélène Duplagineau. » L'hebdomadaire américain Automobile Journal rapporta en 1915 que les membres de l'Automobile Club féminin de France faisaient pression sur le gouvernement pour qu'il autorise les femmes à occuper les postes vacants de conductrices d'ambulance. Mais le gouvernement français refusa officiellement de mobiliser ou de militariser les femmes. Les journaux, notamment américains, débattaient sans fin sur la question de savoir si les femmes devraient servir comme aviatrices dans l'armée. Quelques jours après la dépêche de l'AP, le Boston Sunday Post titrait « La France pourrait envoyer 5 femmes dans la zone de combat. Poincaré les pense aptes à effectuer des missions d'éclairage et de lancement de bombes. » Le journal avançait que la décision d'inclure les femmes comme pilotes reposait sur une raison simple. Les femmes font vraiment de meilleurs oiseaux de l'air que les hommes. Des expériences à Harvard et Paris ont prouvé que le champ de vision de la femme est 2 fois celui de l'homme et qu'il est mieux adapté au vol. Selon les autorités françaises, il a été démontré que l'attention diffuse est l'opposé de la concentration. La femme maîtrise la première, l'homme la seconde. L'attention diffuse est la capacité de l'esprit à saisir toute une série de détails à la fois. Suivaient d'autres arguments scientifiques, entre guillemets. La femme devait déjà effectuer de multiples tâches à la fois, jonglant entre les responsabilités de ses enfants, les tâches ménagères et la satisfaction de son maître et seigneur. Son squelette se rapprochait plus de celui de l'oiseau, ses os étant plus légers et plus creux que ceux de l'homme, et son centre de gravité plus bas. Sa quête d'émotions fortes était aussi prétendument plus intense que celui de l'homme. Son endurance nerveuse était supérieure, son intuition plus forte, tout comme sa capacité à percevoir rapidement plusieurs causes et à les synthétiser instantanément. Enfin, l'altitude élevée et les vents forts créaient une tendance à éternuer, et il est bien connu que les femmes éternuent plus doucement que les hommes. Apparemment, les autorités militaires françaises ne lisaient pas les journaux de Boston. Mais quand la porte est fermée, rien n'empêche de passer par la fenêtre. Un jour, alors qu'elle prodiguait des soins d'urgence aux blessés qui affluaient, Marie découvrit que l'un de ses patients était le pilote d'un avion qui devait participer de toute urgence à un raid sur l'Allemagne. Aucun pilote n'était disponible. Marie convainquit le commandant de la base de la laisser piloter l'avion. Le 25 mars 1915, avec 5 autres pilotes français, elle bombarda la base aérienne allemande de Frascati, près de Metz. À cette occasion, et pour une deuxième mission de bombardement, elle reçut la Croix de guerre 1914-1918 avec palme et la Légion d'honneur, sur autorisation de M. Millerand, ministre de la guerre.
Cette information ne fut rendue publique qu'en 1932. Dans la cantine de la caserne, Marie entendit un jour un groupe de soldats d'infanterie à la table voisine dénigrer la vie facile des pilotes pendant la guerre. Même si ceux-ci risquaient leur vie, ils n'avaient pas à vivre dans les tranchées humides et insalubres. Ces soldats étaient persuadés qu'un pilote ne tiendrait pas un jour dans les tranchées. Marie décida de relever le défi. Marie Marvin, alias le soldat de 2e classe Beaulieu, dans les tranchées. Pendant longtemps, elle refusa de révéler comment et grâce à qui elle avait réussi à obtenir les papiers nécessaires à son enrôlement. Ce n'est qu'en 1956, lors d'une interview, qu'elle admit que c'était avec l'autorisation de Foch, futur maréchal, qu'elle était devenue le soldat de 2e classe Beaulieu du 42e bataillon d'infanterie. Un vieil ami, lieutenant dans l'infanterie, accepta de l'aider. Cheveux dissimulés sous son casque rond, elle évitait généralement de parler et restait souvent près de son ami officier. Peu de temps après son arrivée, le 42e bataillon fut envoyé au front. Une des missions de Marie était de prendre son tour au poste d'écoute dans des tranchées du front pour repérer et signaler les tirs ennemis. Elle ne raconta toutefois jamais l'histoire en détail, peut-être parce qu'elle avait vécu l'horreur. Un jour, le 42e bataillon protégea une tranchée de première ligne pendant 40 heures d'affilée. Excellente tireuse, Marie tira et fut prise pour cible. Beaulieu, ou Marie, tint bon pendant 47 jours avant de subir une blessure nécessitant un traitement. En sortant de la tente de premiers soins, Marie portait son casque à la main, dévoilant ses longs cheveux épais. À proximité, des soldats du 42e bataillon restèrent bouche bée en la voyant. Marie fut renvoyée chez elle. Pour éviter toute polémique, on s'arrangea pour qu'elle rejoigne le 3e régiment d'infanterie alpine dans les Dolomites italiennes, pays alliés. Bien que techniquement classée comme infirmière, elle participa aux opérations d'évacuation de soldats blessés et d'acheminement de fournitures sur brancard sur ski, tout en étant la seule femme du régiment. Elle dut s'absenter à plusieurs reprises, notamment pour des affaires familiales. Le 10 mars 1916, à l'âge de 89 ans, Félix Marvin mourut, Marie à ses côtés. Un court avis de décès fut publié dans le journal. Elle régla les affaires de son père, puis retourna au front. Le 23 décembre 1916, elle envoya à sa cousine Marthe une carte postale la montrant en train d'utiliser des cordes pour descendre un soldat blessé d'un haut col alpin. Elle portait l'uniforme d'infanterie alpine. Son message était rassurant, mais la guerre sur le front alpin était terrible. Le 13 décembre 1916, 200 000 tonnes de neige et de glace avaient enseveli 500 soldats, jour connu sous le nom de Vendredi blanc. Au total, 10 000 soldats périrent dans des avalanches. Entre deux passages sur le front, elle revêtait son uniforme d'infirmière de la Croix-Rouge. Des années de guerre marquées par de nombreux déplacements. Trop pour certains. Elle était la seule femme à avoir obtenu, de la part des autorités françaises, un sauf-conduit pour l'ensemble du front italien. Alors qu'elle travaillait dans un hôpital de Lyon, Marie demanda un sauf-conduit au préfet du Rhône, qui envoya un télégramme marqué très urgent à celui de Meurthe-et-Moselle. Prière de me faire connaître en urgence si vous voyez inconvénient à ce que je vise à nouveau pour l'Italie. Passeport délivré, votre préfecture, 24 juillet dernier, numéro 133, à Mademoiselle Marvin, correspondante de guerre et aviatrice actuellement à Lyon. D'autre part, consul général Italie-Lyon m'a fait connaître confidentiellement
qu'il avait reçu 7 septembre dernier ordre de refuser visa pour Italie Marvin-Marie. Le commissaire spécial de Nancy lança une enquête approfondie. Dans une lettre du 26 octobre 1917 au préfet de Meurthe-et-Moselle, il transmit son rapport complet. La pétitionnaire est absente de Nancy depuis de longs mois. Elle voyage soit en France, soit à l'étranger, où elle poursuit une série de conférences, notamment en Suisse, canton de Berne, où elle se trouvait en 1916. Étant donné ce qui précède, j'estime qu'il ne peut y avoir aucun inconvénient à lui accorder le visa de son passeport pour l'Italie. On le voit, des déplacements incessants en temps de guerre en France, en Italie et en Suisse. Des échanges de courriers entre préfets. Des protections haut placées comme Foch. Les rumeurs vont bon train. Était-elle une agente du 2e bureau, les services de renseignement de l'armée? En clair, une espionne. Nous ne le saurons sans doute jamais. Marie revint sans doute sur le front italien après cela. Le 18 novembre 1917, elle écrit dans une lettre « J'ai eu la tristesse d'assister à la malheureuse retraite de nos alliés et ai failli être faite prisonnière. J'ai quitté Udine en pleine nuit à bicyclette, quelques heures avant l'arrivée des Boches. J'ai assisté à une splendide charge de la cavalerie italienne qui a beaucoup ralenti l'avancée de nos ennemis. Défaite de Caporetto. Le 11 novembre 1918, l'armistice fut signé. Marie retourna à la vie civile. On la connaissait en tant qu'aviatrice. La Nancéienne rappelait qu'au début, elle s'intéressait au sport. Mais tout cela, au fond, n'était qu'un entraînement. Ça ne menait à rien. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais me rendre utile, servir. J'ai assisté à des dizaines d'opérations. J'ai appris la valeur de la rapidité d'intervention. Alors, pourquoi ne pas transporter les malades ou les blessés en aéroplane? Projet d'aviation ambulance. Carte de vœux 1913. Marie commença à travailler avec cet objectif en tête dès 1910. En 1911, elle approcha l'armée de l'air, les incitant à créer un département d'aviation médicale équipé d'avions de secours transportant des infirmières, des civières et du matériel médical. Elle définit les 2 rôles distincts du secours aérien: acheminer les blessés vers des centres médicaux, ainsi que des médecins, des chirurgiens, des assistants et du matériel médical auprès des blessés intransportables ou blessés dans des zones inaccessibles. En juin 1912, elle continuait de rencontrer des représentants officiels, sans succès. Après avoir trouvé des portes fermées un peu partout où elle allait, elle se tourna vers le journal local. Elle déclara « Mon avion sera un monoplan 2 paires du sein. Il ne servira pas, bien entendu, au transport des blessés, mais à leur recherche. Il permettra de renseigner les médecins-chefs et de ravitailler les postes de secours. Mon avion portera le nom de mon infortuné camarade d'aviation, le capitaine Echemin. Pour le faire construire, je viens d'entreprendre une tournée de conférences à travers la France. Elle avait besoin de 36 000 francs pour construire son avion, ce qui signifiait donner des centaines de conférences. Elle en donnera des milliers au cours de sa vie. Quand elle eut assez d'argent, elle apporta son modèle chez un ingénieur de l'usine de Perdussin. Mais avant que l'avion ne sorte de l'usine, Armand de Perdussin, propriétaire de la SPAD, détourna les fonds opérationnels, menant son entreprise à la faillite vers la mi-août 1913. Sans se décourager, elle commença à organiser un nouveau cycle de conférences pour un 2e essai. Elle vit les fruits de ses efforts de son vivant. Pendant la Première Guerre mondiale, bien que les avions sanitaires ne fussent pas encore régulièrement utilisés, ils permirent de rapatrier
environ 7000 soldats blessés. Elle reprit son action après 1918. Marie intervint surtout en Afrique du Nord. 6500 évacuations aériennes militaires eurent lieu entre 1920 et 1934. Vous avez ici le timbre sur Marie Marvin, créatrice de l'avion sanitaire. Elle passa 10 ans à voyager en Afrique du Nord pour introduire et populariser le concept. Elle avait encouragé les fabricants et ingénieurs de l'aviation à produire des avions facilement convertibles en ambulance. En 1929, le premier congrès international de l'avion sanitaire se tint à l'Institut océanographique de Paris. 41 nations y étaient représentées. Sous les auspices de l'Aéroclub de France, un corps d'infirmières volantes fut lancé en 1932. Les diplômes faisaient mention de cette nouvelle spécialisation. Infirmière pilote secouriste de l'air. Marie mit en place en 1934 3 types de formations. Des cours pour les infirmières déjà diplômées, afin de leur permettre de se familiariser avec les besoins particuliers de sauvetage aérien. Des cours pour les médecins qui avaient besoin de s'informer sur l'aviation et des cours médicaux de base pour les pilotes. Marie insista pour qu'il n'y ait aucune limite d'âge pour candidater à ces formations. Ces cours étaient dirigés par des instructeurs militaires ou civils. À la fin des années 1930, le personnel de secours aérien incluait plus de 300 infirmières volantes homologuées. 40 d'entre elles étaient également détentrices d'un brevet de pilote. Marie s'appuya aussi sur le cinéma pour soutenir son projet. En 1934, elle produisit et dirigea en partie le film documentaire Les ailes qui sauvent, dans lequel elle apparaît. La première partie du film montre l'utilisation par la Croix-Rouge suédoise d'ambulances aériennes en Laponie. La seconde partie fut entièrement tournée au Maroc. On y voit notamment l'utilisation d'avions pour transporter du personnel médical et des vaccins auprès des habitants de villages isolés ou le transport de patients post-opératoires des salles d'opération d'urgence vers des centres médicaux plus sophistiqués. Marie, qui jouait son propre rôle, fait une injection d'huile de camphre à un blessé grave tout en survolant les montagnes du Haut-Atlas. Le film, tourné dans des conditions difficiles, fit le tour des cinémas européens. Une bobine intacte fut retrouvée dans les archives de l'armée française en 1993. De tous les titres attribués à Marie, elle-même préférait celui d'inventeur de l'aviation sanitaire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Marie enfila de nouveau l'uniforme d'infirmière de la Croix-Rouge, cette fois avec le grade de colonel. En 1939, elle ouvrit un foyer pour aviateurs blessés en Dordogne qu'elle dirigea pendant plusieurs années en cette période de guerre. Qu'a-t-elle fait pendant l'occupation ? Marie fonda et dirigea sa maison de convalescence pour pilotes blessés dans le village de Saint-Albert en Dordogne. Le village de Saint-Albert reconnut la connexion de Marie avec le maquis de Durestal en posant une plaque. Ici vécut le colonel Marie Marvin sur la maison qu'elle habita pendant plusieurs années. Du printemps 1943 à la fin de la guerre, jusqu'à 600 résistants vécurent au maquis de Durestal. Au printemps 2018, on découvrit la médaille de la résistance de Marie. Celle-ci incluait une rosette, signifiant que Marie faisait partie des 10% des héros les plus importants de la résistance. Après la guerre, Marie enchaînait les réceptions. Elle assistait aux grandes épreuves sportives. Elle faisait toujours du sport. À 86 ans, Marie Marvin fait le voyage Nancy-Paris à bicyclette, pédalant 10 heures par jour pendant 6 jours, photographié ici, place de la Madeleine à Paris, 1961. Elle était très fière.
Personne ne vit qu'elle était dans la précarité. Les exploits sportifs ne payent pas. Elle écrivait quelques articles, mais les journalistes indépendants ne font pas fortune avec leur pige. Dans les années 1950, Marie faisait des piqûres à domicile pour gagner un peu d'argent. Elle vendait aussi du parfum aux femmes des officiers de la base aérienne de Metz, militaire de Metz. Seule rentrée d'argent importante, le prix Henri de la Meurthe, en 1955, remis chaque année à une seule personne par la Fédération aéronautique internationale en reconnaissance des efforts de Marie pour le développement de l'aviation médicale. Prix gratifié de 25 000 francs. Une partie du bâtiment historique où elle habitait fut transformée en caserne. Marie fut poliment priée de quitter les lieux pour faire de la place. Elle interpella le colonel responsable en lui montrant une photo que Foch lui avait dédicacée. Marie resta dans son logement. Plus tard, lorsque des militaires essayèrent de l'expulser en raison de loyers impayés, elle résista. Ils finirent par renoncer. À la mort de Marie, le 14 décembre 1963, tous les journaux français et de nombreux journaux étrangers rapportèrent la nouvelle. Le mardi suivant, 17 décembre, la messe en l'honneur de Marie attira une foule nombreuse. La Légion d'honneur de Marie fut accrochée au drapeau qui recouvrait le cercueil. Mais juste après, survint l'oubli. 20 ans après sa mort, si peu de gens se souvenaient du nom de Marie qu'elle n'avait aucune plaque ni rue à son nom. Absolument rien. En cette année 1983, la concession de son caveau arrivait à échéance. Le corps de Marie allait finir à la fosse commune. Comment l'expliquer? Marie, pour son plus grand bonheur et son plus grand malheur pour la postérité, fut très talentueuse, mais dans trop de domaines différents. Aviatrice, championne de ski, cycliste, combattante. On connaît mieux la deuxième génération des aviatrices, celle de l'entre-deux-guerres. Adrienne Bolland, que vous avez ici, de Donnery, a traversé la cordillère des Andes en 1921. Adrienne Bolland faisant la couverture du magazine argentin El Gráfico le 19 mars 1921. Hélène Boucher est morte fauchée en pleine gloire en 1934 à l'âge de 26 ans. Maryse Bastier fut une des premières femmes intégrées officiellement dans l'armée en mai 1940. Ces femmes ont en commun la spécialisation, apparue dans les années 20. Elles étaient avant tout aviatrices. Autre explication avancée, sa longévité. Marie est morte à 88 ans. Sa camarade Raymonde de la Roche est décédée à 37 ans. Marie n'a pas eu d'enfant qui aurait pu entretenir sa mémoire. Heureusement, la roue allait tourner. Alertés, Marcel Cordier et le comité international Marie-Marvin, avec l'aide d'une cousine de Paris, recueillirent les fonds pour prolonger la concession de la tombe jusqu'en 2028. En 1984, le comité Marie-Marvin installa une plaque sur le bâtiment situé 8 places de la Carrière. Ici vécut la fiancée du danger, Marie Marvin, 1875-1963. Sportive universelle, créatrice, pionnière de l'aviation sanitaire. Aujourd'hui, le nom de Marie Marvin est plus présent. Il a même été cité par le président de la République lors de la panthéonisation de Maurice Genevoix. Une juste récompense pour celle qui fut décorée 34 fois. La Française la plus décorée de tous les temps. Elle est, pour beaucoup d'Américains, la Française la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc.